temps régit nos vies, du lever du soleil au coucher du soleil, de la naissance à la mort, mais contrairement à l'espace que nous pouvons percevoir, appréhender, toucher, le temps est insaisissable. Ce n'est ni un objet, ni un être, c'est une réalité dont il faut s'accommoder. Mais quelle est exactement l'essence du temps? Sa structure est-elle purement indépendante de l'espace? Le temps est-il commun ou au contraire propre à chacun? Ce sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre grâce à la théorie de la relativité restreinte. Avant de trancher les questions sur l'espace et le temps, plaçons-nous à une époque précédant l'émergence d'un modèle cohérent de l'espace-temps. Pour ça, on va se placer à peu près dans les années 1900 environ. En mécanique newtonienne, les vitesses s'additionnent lors d'un changement de référentiel, c'est ce qu'on appelle les transformations de Galilée. Par exemple, si on tire depuis une fusée se déplaçant à une vitesse v, une balle projetée dans le même sens que le véhicule à la vitesse u, la vitesse vue par un observateur sur Terre sera de u plus v. Si on tire dans l'autre sens, la vitesse sera de v moins u. Maxwell établit, à partir des équations de l'électromagnétisme et des identités vectorielles, l'équation de propagation des ondes électromagnétiques, notamment celle des ondes lumineuses. Dans l'équation affichée, E est le champ électrique et C, la vitesse, est une constante du milieu considéré. Ici, on est dans le vide. Lorsque le vecteur de courant, J, et la densité volumique de charge, ρ, sont nuls, le second membre s'annule. B, le champ magnétique, vérifie aussi cette équation qui est une équation de D'Alembert. Cette équation correspond à la propagation d'une onde et on la retrouve par exemple dans le contexte d'une onde se propageant le long d'une corde vibrante. Dans le vide, cette équation montre qu'il y a une indépendance de la vitesse de la lumière par rapport au référentiel de mesure. Si on tire cette fois-ci un rayon lumineux depuis la fusée, on mesure la même vitesse, qu'importe qu'on le projette vers l'avant ou l'arrière. C'est en contradiction avec les transformations de Galilée. D'un côté, les transformations de Galilée prétendent que les vitesses dépendent du référentiel de mesure, et d'un autre côté, les équations de Maxwell montrent que la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel de mesure. Il faut donc lever ce paradoxe. Pour conserver les transformations de Galilée, les physiciens de l'époque ont imaginé que les ondes électromagnétiques baignaient dans un milieu appelé l'éther luminifère. Puisqu'on dispose d'un milieu de propagation, on ne travaille plus dans le vide et donc la contradiction précédente s'évanouit. Ainsi, la lumière correspondrait à la propagation d'une vibration de l'éther, milieu fluide, un peu comme l'eau se met à vibrer lorsqu'on jette une pierre dans un lac. Dans le but de démontrer l'existence de l'éther luminifère, Michelson, seul dans un premier temps puis rejoint par Morley, veut montrer que la vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaires est différente. Pour cela, il s'appuie sur les propriétés optiques de la lumière et fait appel à ce que l'on appelle un interféromètre de Michelson. De manière simplifiée, un Michelson est un instrument optique qui permet de séparer un rayon incident en deux composantes grâce à une lame orientée à 45 degrés. Une composante traverse sa séparatrice, l'autre est réfléchie à 90 degrés. Chacune des composantes est alors réfléchie par un miroir et la séparatrice recombine les ondes après sortie du miroir. On peut alors espérer observer des interférences à l'intersection des rayons lumineux puisque l'interféromètre a potentiellement induit un déphasage entre les deux ondes lumineuses. L'ordre d'interférence est donné par la formule P égale C tau sur lambda où C est la vitesse de la lumière, tau l'écart temporel entre les deux rayons et lambda la longueur d'onde de l'onde considérée. Voyons ce à quoi correspond concrètement un ordre d'interférence. Une interférence obtenue par le Michelson dans cette configuration est représentée. Au centre, on a un anneau brillant dont on suppose que l'ordre d'interférence est 1. Le centre des anneaux brillants étant un entier, celui des anneaux sombres étant un demi-entier, cela nous permet d'en déduire les ordres d'interférence le long de l'axe représenté sur le schéma. L'interféromètre utilisé par Michelson et Morley est tel que la distance entre les deux bras est la même, on la note L. La lumière est supposée baigner dans l'éther, considéré comme un fluide qui est entraîné par la vitesse de rotation de la Terre, W. On oriente le Michelson parallèlement au sens de rotation de la Terre. Deux configurations sont possibles, il suffit de faire tourner l'appareil d'un quart de tour pour intervertir les deux trajets. Tout se passe donc comme si on avait permuté les deux bras entre les deux configurations. Pour le moment, on travaille dans la configuration alpha. Pour calculer l'ordre d'interférence, il faut calculer le temps parcouru par chacun des rayons. Le temps parcouru par un rayon est donné par la longueur parcourue divisée par la vitesse de déplacement. Il nous faut calculer donc des vitesses, la longueur du bras étant constante. L'éther est censé accélérer le rayon lumineux traversant le miroir 1 à l'aller et le décélérer à son retour. Pour le miroir 2, l'incidence du vent d'éther est perpendiculaire au sens de propagation de la lumière. Il faut donc utiliser le théorème de Pythagore pour en déduire la norme du vecteur vitesse associé. On peut donc en déduire le temps parcouru par le rayon dans chacun des trajets en faisant la longueur divisée par la vitesse du trajet pour l'aller et pour le retour, et ce en empruntant chacun des chemins.
On peut alors en déduire l'écart temporel entre les rayons lumineux empruntant les chemins 1 et 2 dans la configuration alpha. Ce dernier peut être simplifié en utilisant un développement limité en supposant que le rapport W sur C est très petit devant 1 et on trouve tau alpha égale moins LW carré sur C au cube. On fait de même dans la configuration bêta où tout se passe comme si on avait inversé les deux bras. La différence temporelle dans la configuration bêta est donc l'opposé de celle trouvée dans la configuration alpha. On peut alors calculer la différence d'ordre d'interférence induite par un changement de configuration. On trouve cette formule-là pour delta P où nu est la fréquence de l'onde utilisée pour l'interféromètre. En supposant une onde dans le domaine du visible, un bras de longueur 11 mètres, en prenant pour vitesse de l'éther la vitesse de rotation de la Terre, on trouve un écart d'ordre d'interférence d'environ 0,3 franges. La différence serait donc visible et parfaitement identifiable. Michelson s'apprête donc à mettre en œuvre son protocole expérimental, les rayons sont lancés, ils se recombinent et en changeant de configuration, il observe absolument rien. Il n'y a aucune différence en changeant de configuration. Comme la vitesse de la Terre par rapport à l'éther est inconnue, l'expérience a été reconduite plusieurs fois, dans plusieurs directions et avec plusieurs mois d'écart pour profiter d'un changement de la vitesse de l'éther. Et peu importe la configuration, Michelson ne mesure rien, si bien qu'il est forcé d'admettre que s'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être très petit. La théorie d'Einstein est centrée sur le principe de relativité qui concerne l'observation et la mesure des phénomènes en fonction du référentiel depuis lequel l'observateur effectue les mesures sur l'expérience. La relativité restreinte s'intéresse principalement au cas où l'observateur, comme le système observé, sont dans des référentiels galiléens. Cette théorie est dite restreinte parce qu'elle ne prend pas en compte les déformations locales de l'espace-temps dues à la présence de matière, contrairement à la théorie de la relativité dite générale. Les deux postulats de la relativité restreinte énoncés par Einstein sont les suivants. Premièrement, les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens. Deuxièmement, la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens, peu importe l'observateur et la vitesse de la source émettrice. Ainsi, l'éther n'est pas utile à l'expression de la relativité. Grâce à ces hypothèses, on peut trouver une transformation, dite une transformation de Lorentz, qui permet d'exprimer les coordonnées t, x, y, z d'un événement donné dans un référentiel fixe, en fonction des coordonnées t', x', y', z' d'un événement donné dans un référentiel mobile, mesuré dans le référentiel mobile depuis le référentiel fixe. On considère deux référentiels, R' et R étant animé d'une vitesse v par rapport au référentiel R, vitesse que l'on suppose positive et dirigée selon x. Pour simplifier l'étude, on suppose que les deux référentiels ont des systèmes d'axes parallèles et que les horloges fixes sont synchronisées. Les lois de transformation sont nécessairement linéaires puisque sinon un mouvement uniforme dans un système de coordonnées apparaîtrait accéléré dans un autre et donc on peut exprimer les transformations sous forme de matrice. Si on change x en moins x et x' en moins x', c'est R désormais qui bouge à vitesse v positive par rapport à R', le long du nouvel axe horizontal qui a changé de sens et est orienté vers la gauche. On a donc la relation suivante et donc on peut développer le moins dans la matrice et exprimer ct et x en fonction de ct' et x' et d'une matrice. Il nous suffit d'inverser cette relation matricielle pour récupérer une autre expression de la matrice qui relie ct', x' à ct, x, relation qu'on appelle relation 2. On peut donc identifier les termes des deux matrices, de la matrice 1 et de la matrice 2, pour obtenir que AD-BC vaut 1 et que A vaut D. La trajectoire du point O' montre que x' égale 0 et donc pour tout t, x égale vt. Donc le quotient x sur ct vaut v sur c et on dit que c'est égal à un certain bêta. Par ailleurs, en remplaçant x' égale 0 et x égale vt dans l'équation matricielle, ça montre au final que c égale moins bêta a. Par le second postulat d'Einstein, si x égale ct, alors x' égale ct', et donc en reportant dans l'équation matricielle, ça donne que ct' égale a plus b ct, et que x' égale moins bêta a plus a fois ct. Et ça, après quelques calculs, ça montre que b vaut moins bêta a, et donc on a complété nos relations matricielles, on en a deux nouvelles, et donc on a 4 équations pour 4 inconnues, on va être en mesure d'inverser le système. Donc a carré moins bc égale 1, bc valant moins bêta a, et bien on trouve que a carré vaut 1 sur 1 moins bêta carré, et donc en prenant la racine carrée, on a a égale plus ou moins 1 sur racine de 1 moins bêta carré, et donc on a une certaine ambiguïté sur le signe de a, que l'on va résoudre en regardant en particulier que si bêta vaut 0, donc la vitesse vaut 0, et donc ct' égale ct, et ça implique que a vaut 1, et donc a est donc positif, et donc a vaut plus 1 sur racine de 1 moins bêta carré, et ensuite les autres relations, ça nous permet d'en déduire le coefficient d, le coefficient c et le coefficient b, et au final on a notre matrice de transformation de Lorentz qui est définie comme ceci avec bêta égale v sur c et gamma égale 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Félicitations, on a trouvé notre matrice de Lorentz.
les deux autres axes restant invariants, on obtient finalement une transformation de Lorentz sous forme de matrice 4x4. Cette matrice étant inversible, on peut inverser la relation obtenue. Les transformations de Lorentz sont équivalentes aux relations qui s'affichent. Sous l'hypothèse que V est très petit devant C, c'est-à-dire que V sur C tend vers 0 et gamma tend vers 1, il vient T' égale T et X' égale X moins Vt, et on retrouve alors les transformations de Galilée, qui sont donc des transformations de Lorentz pour une vitesse très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Les transformations de Lorentz induisent deux conséquences plutôt surprenantes, la première étant la contraction des longueurs et la deuxième étant la dilatation des durées. Considérons un objet horizontal, immobile dans R', dont une des extrémités coïncide avec O'. Son autre extrémité est notée T. Dans R, c'est-à-dire dans le référentiel dans lequel l'objet bouge, les points O' et D ont pour leur horaire respective Vt et Vt plus L, puisque effectivement les points se déplacent à une vitesse V dans R. Conclusion, la longueur de l'objet vue dans R est donc de xd moins xo', c'est-à-dire qu'elle vaut L. Dans R', il va falloir utiliser les transformations de Lorentz pour en déduire les longueurs dans ce référentiel. Trouve x' de O' vaut 0 et x' de D vaut gamma L. Conclusion, la longueur de l'objet dans ce référentiel vaut xd' moins x'O', c'est-à-dire gamma L. Conclusion, la longueur dans R' vaut gamma fois la longueur dans R. La longueur de l'objet est donc plus petite dans R que dans le référentiel R' où elle est au repos. Les longueurs sont donc contractées. Pour le temps, on va obtenir un phénomène contraire appelé la dilatation des durées. Pour un observateur en mouvement, par exemple celui qui est situé à l'origine dans R', eh bien on a x de O' qui vaut Vt de O', ce qui est équivalent à dire que x' de O' vaut 0. Et donc avec les formules de transformation de Lorentz, eh bien on peut montrer que T' de O' est trouvé égal à T de O' divisé par gamma. Conclusion, le temps s'écoule plus lentement dans R' que dans R, les durées se dilatent. Donc, quand on se déplace à une certaine vitesse non nulle, les longueurs se contractent et le temps se dilate. Ce sont donc des grandeurs subjectives en ce qu'elles dépendent de l'observateur. Donc c'est assez surprenant, mais on peut se demander si ça s'applique aussi à nous, par exemple, quand on marche dans la rue, est-ce que les longueurs se contractent et le temps se dilate? Pour répondre à cette question, on étudie le graphe de gamma en fonction du rapport V sur C de la vitesse du système par rapport au référentiel d'Ifx, divisé par la vitesse de la lumière. Le graphique croît plutôt lentement, ce qui indique que pour une vitesse très faible, les effets de relativité restreinte sont quasiment imperceptibles. Plus précisément, il faut aller à 41% de la vitesse de la lumière pour dilater les durées de 10%, à 60% de la vitesse de la lumière pour les dilater d'un quart, et à 75% pour les dilater de moitié. Au passage, l'asymptote d'équation y égale 1 montre que la lumière ne voit pas s'écouler le temps. Notons au passage qu'on peut généraliser les transformations de Lorentz à partir des deux équations suivantes. Ces équations nous serviront pour classer différents types d'objets dans l'espace-temps. Avant de parler proprement de l'espace de Minkowski, je voulais vous parler d'un projet. J'ai écrit un petit sujet de maths sur l'espace de Minkowski avec des questions et une correction. Donc le document il va donner des détails mathématiques de ce que je vais expliquer dans cette partie. Donc je vous invite à chercher ce sujet si ça vous intéresse. De toute manière il y a une correction, donc vous n'allez pas travailler dans le vide puisque vous aurez les réponses quoi qu'il arrive. Dans la partie précédente, on a vu qu'une transformation de Lorentz, c'est un référentiel à un autre transformer les trois coordonnées spatiales et la coordonnée de temps. On peut donc représenter des événements dans un espace vectoriel ou plus précisément un espace affine pour travailler avec des points plutôt qu'avec des vecteurs. Et on se demande si on peut munir cet espace vectoriel d'une application Q qui soit invariante par la transformation de Lorentz dont on a précédemment parlé. Pour rendre l'exposé plus digeste, des analogies seront proposées, des illustrations seront fournies. Donc en tout, on va considérer trois espaces mathématiques dans cette vidéo. Le premier étant évidemment l'espace-temps de Minkowski 3.1. C'est cet espace qui a une signification physique puisqu'il a trois coordonnées spatiales et une coordonnée temporelle. On va aussi considérer l'espace 2.1 qui est donc réduit à deux dimensions spatiales pour permettre une représentation 3D. Donc le plan va représenter l'espace et l'axe perpendiculaire au plan va représenter le temps. Donc en clair, ce serait l'espace-temps si on vivait dans un niveau de Super Mario Bros. Et enfin, on considérera aussi l'espace euclidien R3 muni du produit scalaire usuel qui est l'espace en fait dans lequel on vit et donc qui va nous permettre de mieux comprendre la situation. Pour introduire la fonction Q dont nous avons parlé, essayons de nous ramener à une situation connue, celle de l'espace euclidien R3. Notre espace vectoriel d'intérêt, c'est-à-dire l'espace-temps, sera noté E et l'espace affine sera noté epsilon. Il est de dimension 4, il y a une coordonnée temporelle et trois coordonnées spatiales. De la même manière que pour l'espace euclidien R3, on peut introduire une base canonique de l'espace de Minkowski, E0, E1, E2, E3, de E. Les vecteurs seront notés avec une barre en dessous, parfois avec une flèche au-dessus. Les coordonnées d'un vecteur sont notées T, X, Y, Z, où grand T est en fait égal à C fois T, où petit t est la coordonnée temporelle et C est la vitesse de la lumière. L'espace euclidien R3 est muni d'un produit scalaire canonique dont on voit l'expression s'afficher. L'espace de Minkowski possède une application correspondante, notée B, qui ressemble à un produit scalaire mais n'en est pas un.
La présence du moins dans l'application B devant les coordonnées spatiales dans les équations montre que le temps et l'espace n'ont fondamentalement pas la même nature. À tout produit scalaire, on peut faire correspondre une norme en évaluant le produit scalaire deux fois en le même vecteur. De manière similaire, on peut obtenir une application ressemblant beaucoup à une norme dans l'espace de Minkowski en évaluant B en deux fois le même vecteur. Cette application est notée Q. Regardons plus en détail les propriétés de l'application B. On vérifie qu'une telle application est bilinéaire, c'est-à-dire linéaire à gauche, linéaire à droite, symétrique, c'est-à-dire que pour tout vecteur x et y, b de xy est égal à b de yx, non dégénéré, c'est-à-dire que le seul vecteur x tel que pour tout y, vecteur b de xy égale 0, et bien le seul vecteur qui vérifie cela, c'est le vecteur nul. Et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque comme son nom l'indique, la situation ne dégénère pas. En particulier, la notion d'espace vectoriel orthogonal est encore facilement manipulable, les espaces vectoriels orthogonaux sont supplémentaires et le double orthogonal donne l'espace de départ, comme dans R3. De plus, Q est ni positive ni négative, puisqu'avec des notations abusives, on trouve Q de t égale t carré, qui est positif, et Q de x égale moins x carré, qui est négatif. Comme Q n'a pas de signe constant, on pourrait travailler avec moins Q et moins b, plutôt que Q et b, ce qui conduit les auteurs à considérer deux conventions selon qu'on choisit Q ou moins Q. Nous, on ne va strictement rien changer, on va conserver les applications B et Q, que l'on a introduites précédemment. Comme Q ressemble fortement à une norme, même si elle n'est pas toujours positive, comme on l'a remarqué précédemment, elle va nous aider à faire des mesures dans l'espace de Minkowski. En particulier, Q est invariante par la transformation de Lorentz qu'on a précédemment étudiée, mais on va y revenir plus en détail. Examinons la signification physique du signe de l'image d'un vecteur par Q. Commençons par examiner l'équation Q de x égale 0, équation caractéristique de ce que l'on appelle le cône de Q. Elle est vérifiée si et seulement si les composantes du vecteur vérifient c carré de t carré égale x carré plus y carré plus z carré, c'est-à-dire c carré égale v carré. C'est donc l'ensemble des vecteurs se propageant à la vitesse de la lumière. C'est effectivement l'équation d'un cône, c'est une propriété en fait plus générale des formes quadratiques. On dit alors qu'un vecteur est de genre lumière. On avait dit qu'on allait classifier les quadrivecteurs à l'aide des transformations de Lorentz, c'est ce qu'on fait maintenant. Supposons que Q de x est strictement positif. Considérons alors la transformation de Lorentz dont le vecteur vitesse vaut r sur t. Par l'hypothèse que Q de x est strictement positif, cette transformation est bien ici car la vitesse est inférieure à celle de la lumière. Alors, après plusieurs calculs, on peut montrer que le vecteur r' correspondant à cette transformation de Lorentz est nul et que t' est strictement positif. Autrement dit, on peut trouver un référentiel dans lequel O et P, l'origine et l'extrémité respective du quadrivecteur, ont même position, mais ils ne seront pas simultanés. On dit donc que les quadrivecteurs tels que Q de x est strictement positif sont de genre temps. Si Q de x est strictement négatif, la situation est renversée, on peut trouver une transformation de Lorentz telle que les points soient simultanés mais n'aient pas même position, on parle de vecteurs de genre espace. Représentons la situation géométrique dans l'espace-temps amputé d'une coordonnée spatiale. On considère un événement sur lequel on centre le repère de Minkowski associé. On se balade donc dans un plan et la troisième coordonnée est le temps. On représente alors le cône associé à la forme quadratique Q, le cône de lumière, qui est l'ensemble des vecteurs de genre lumière se propageant à la vitesse de la lumière. C'est effectivement un cône de révolution engendré par une rotation autour de l'axe du temps. La partie du cône qui correspond au temps positif est appelée cône de lumière futur, parfois la nappe du futur, alors que la partie du cône qui correspond au temps négatif est appelée cône de lumière passé. L'hyperplan qui coupe l'origine du repère est appelé l'hypersurface du présent, c'est là où l'observateur se trouve. On peut alors illustrer les trois genres de vecteurs, le vecteur U en bleu, dont l'image par Q est positive, c'est un vecteur de genre temps, V en orange dont l'image par Q est négative, c'est un vecteur de genre espace, et enfin W dont l'image par Q est nulle, c'est un vecteur de genre lumière. Il y a aussi une propriété remarquable pour Q, c'est qu'elle inverse l'inégalité triangulaire. Cette inégalité montre que dans un espace de Minkowski, le chemin le plus long pour aller d'un point A à un point B, eh bien c'est en fait la ligne droite. Ce calcul permet de comprendre le paradoxe des jumeaux. Si un jumeau fait un aller-retour dans l'espace en fusée à une vitesse proche de la lumière pendant que son jumeau reste sur Terre, alors le premier jumeau qui a voyagé dans l'espace est plus jeune que celui qui est resté sur Terre à la fin du voyage. Par ailleurs, cette inégalité renversée entraîne une inversion de l'inégalité de Cauchy-Schwarz permettant de déduire certaines propriétés sur l'orthogonalité des genres de vecteurs. On n'entre pas dans les détails ici. Nous avons dit que la transformation de Lorentz laissait invariante Q, mais existe-t-il d'autres transformations qui laissent invariante Q ? Avant de répondre à cette question, voyons une petite astuce de calcul. La forme bilinéaire symétrique B peut être représentée par la matrice symétrique de coefficients diagonaux 1, -1, -1, -1. On note état une telle matrice. Le calcul de la transposée de grand X fois état fois grand Y, eh bien on montre que c'est équivalent au calcul de B de petit x, petit y, où petit x et petit y sont les vecteurs associés à grand X et grand Y. De même, le calcul de Q de X équivaut donc au calcul de grand X transposé fois état fois grand X.
On peut voir l'action d'un endomorphisme sur un vecteur comme une action à gauche d'une matrice sur un vecteur. Cette réflexion va nous permettre d'en déduire une caractérisation matricielle des isomorphismes laissant Q invariant. Plus précisément, on cherche l'ensemble des matrices inversibles telles que la transposée de M fois état fois M est égale à état. Il se trouve que c'est le cas pour une transformation de Lorentz. On peut vérifier que c'est un groupe, c'est-à-dire qu'il est stable par composition. Deux transformations qui laissent Q invariant laissent toujours Q invariant lorsque on les applique l'une à la suite de l'autre, et aussi stable par inverse, c'est-à-dire que pour toute transformation qui préserve Q, eh bien, il existe une transformation préservant également Q qui annule la transformation précédente. Comme on l'a vu précédemment, il y a une notion de futur et de passé dans l'espace de Minkowski, et on est en droit de demander des transformations qu'elles ne changent pas l'axe du temps, on parle de transformation autochrone, et qu'elles ne changent pas non plus l'orientation de l'espace, on parle de transformation propre. Cela oblige la matrice représentant la transformation à avoir un coefficient supérieur à 1 en haut à gauche et un déterminant égal à 1. L'ensemble des transformations de Lorentz autochrones et propres est appelé le groupe restreint de Lorentz et il est noté SO+, 1, 3. On peut vérifier que c'est toujours un groupe et les transformations de Lorentz font partie de ce groupe, mais est-ce que ce sont les seules ? La réponse est non. Les rotations conviennent, on tourne autour d'un axe spatial, laissant un autre axe spatial invariant ainsi que l'axe temporel. D'ailleurs, en posant phi égale tangente hyperbolique de bêta, on peut interpréter une transformation de Lorentz comme une rotation hyperbolique. On voit les deux transformations en action sur un vecteur de genre temps. D'abord, on voit une rotation, puis une transformation de Lorentz autour de l'axe des x. Il existe deux autres types de transformations non triviales, les transformations loxodromiques, qui sont les compositions d'une rotation par un boost dans un plan qui est perpendiculaire au boost, et les rotations lumière. Ainsi, espace et temps sont enchevêtrés, on ne peut pas considérer l'un sans l'autre et les deux concepts sont unifiés par la théorie de l'espace-temps de Minkowski. De plus, la théorie de la relativité restreinte nous révèle que les longueurs et les durées dépendent de l'observateur, ce sont donc des grandeurs qui sont subjectives et non objectives comme on pouvait s'y attendre avec les théories pré-relativistes. Cette perception erronée, elle nous vient du fait que nous nous déplaçons tellement lentement par rapport à la lumière que nous n'expérimentons pas les conséquences de la relativité restreinte. Quittons-nous avec une citation de Thibaut Damour, qui est un physicien théoricien français. L'écoulement du temps est une illusion, la réalité existe au sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas.